Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette table ronde donc, que nous avons intitulée « Le communisme du futur » avec Bernard Friot. Et Benjamin, ici présent, nous faisait remarquer que c'était pas forcément un titre de table ronde qui plairait à Bernard Friot, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Bon, donc on va parler ici de la question notamment des représentations du communisme, de ces figures réelles, imaginaires, fantasmées ou encore diabolisées. Mais surtout, on va évoquer l'imaginaire de futurs désirables en articulant les points de vue d'un écrivain qui produit ces imaginaires, d'un politologue qui les conçoit dans le réel et d'un vidéaste commentateur de culture et de politique. Donc je vais commencer tout de suite à présenter les invités, puis je ferai un petit topo pour introduire la discussion. Voilà. Donc nous avons le grand plaisir de recevoir aux Intergalactiques donc Bernard Friot. Merci beaucoup d'être là. Donc vous êtes sociologue et économiste, professeur émérite à l'université Paris-Nanterre et membre du Parti communiste depuis le début des années 70. Nous vous connaissons aujourd'hui pour vos travaux sur la sécurité sociale, sur le salariat, sur le fait que vous insistez sur le caractère anticapitaliste des institutions de socialisation du salaire, considérant qu'elles constituent un déjà-là communiste. D'où le rapport avec le titre, le paradoxe par rapport au titre de la conférence. Donc vous animez l'Institut européen du salariat et l'association d'éducation populaire Réseau Salariat, qui promeut l'idée d'un salaire à vie, qu'on appelle aussi salaire à la qualification personnelle, pour tous, une proposition alternative aux revenus de base, qui est une idée que vous dénoncez comme étant une roue de secours du capitalisme. Donc voilà, on aura de toute façon l'occasion de revenir plus avant sur ces idées. Et puis nous accueillons donc Camille Le Boulanger, qui est écrivain de science-fiction et de fantasy, entre autres. Il a publié plusieurs romans chez La Talente, aux éditions Argile, qui sont tous très différents les uns des autres dans leur forme, et qui se caractérisent par les problématiques philosophiques, sociales et politiques qui y sont travaillées. Et son dernier roman, Utopia, paru en 2022, met en scène sur plus de 650 pages, incarnée par des personnages, une société utopique libertaire, sortie du capitalisme et du régime propriétariste, qui est inspirée, bien sûr, des Dépossédés d'Ursula K. Le Guin, mais qui s'appuie aussi notamment sur les travaux de Bernard Friot, et on y a notamment une mise en scène d'une société qui est basée sur le salaire à vie. Voilà. Et enfin, donc, pour compléter ce panel, Benjamin Patineau, donc de la chaîne Bolchegeek, qui l'anime depuis de nombreuses années, avec Kat, la petite voix. Et donc, il y a une chaîne qui explore les œuvres de pop culture sous des angles artistiques, politiques et sociologiques, et la manière dont elle travaille nos imaginaires collectifs et politiques. Il vient de publier Au diable Vauvert son premier livre, Le syndrome Magnéto, qui s'intéresse aux figures d'antagonistes dans la culture comics et plus largement la culture populaire, mais pas n'importe quel méchant, ceux dont la cause est juste, utopiste et qui souhaitent en gros changer le monde, et plus précisément la manière dont ils sont traités dans ces fictions et ce que ça dit de nos représentations collectives. Voilà, donc merci à tous les trois d'être là. Pour introduire un peu la discussion, je dirais que quand on a lu le livre de Camille, Utopia, ça nous est apparu évident, au moins d'essayer d'inviter Bernard Friot sur le festival pour avoir une discussion en fait sur tous ces sujets. Mais c'est vrai que sa présence sur un festival d'imaginaire peut éventuellement surprendre, puisque les mondes inventés de la science-fiction, et notamment les mondes utopiques, sont par définition historiquement des non-lieux. La science-fiction les matérialise par des exoplanètes ou, dans une dimension plus temporelle, des futurs tellement lointains qu'il y a un véritable hiatus entre notre réalité et eux. On ne peut pas forcément
réfléchir au processus. Enfin, je veux dire, l'amplitude temporelle est telle que on ne saurait pas dire comment on est passé de notre monde à ces mondes futuristes. Ça peut paraître contradictoire avec le travail d'un sociologue et économiste qui postule non seulement qui travaille sur le réel, mais aussi qui postule un déjà-là du communisme dans nos institutions, et qui considère qu'il existe déjà dans notre société des prémices d'institutions alternatives au capitalisme. Alors, peut-être que ce que nous lisons, nous, dans la fiction et dans l'utopie, dans ces mondes imaginaires, lui le nommerait espérance. Et je citerai un extrait, un bref passage tiré donc de l'ouvrage En travail, coécrit, qui est une sorte d'entretien avec le philosophe Frédéric Lordon, où il écrit, donc Bernard Friot, au cœur du réel, au cœur du présent, il y a des actes instituant un inouï, des rapports sociaux nouveaux qui subvertissent aujourd'hui les rapports sociaux dominants. Et je trouve que dans cette phrase, on a un peu les deux à la fois, c'est-à-dire l'inouï et déjà la subversion de la réalité. Et c'est le point, en tout cas, que j'ai trouvé un peu de lien entre la fiction et le travail, un travail qui est celui d'un économiste et d'un politologue. Voilà. Donc, et je vais terminer avec ça et vous laisser parler. Il y a bien une forme d'expérience de pensée dans le travail de Bernard Friot, un usage des concepts et de leur signification, du choix des mots qu'on appose sur les réels et des récits qu'on en tire, qui réfléchit donc cette dimension de l'inouï. Et on a même parfois l'impression que ces travaux nous transposent dans une réalité alternative, voire un monde imaginaire. Voilà, est-ce que peut-être quelqu'un veut rebondir là-dessus? Oui, moi je suis dans une position un petit peu hybride ici parce que j'ai du coup avec moi quelqu'un qui produit des imaginaires, ce qui est l'un des sujets qui me travaille énormément, des imaginaires basés sur des travaux qui, eux, sont dans le réel et sont des productions politiques, qui sont les travaux de Bernard. Et moi, je suis un commentateur en fait des imaginaires et de la politique, donc je suis dans une position d'entre deux et je suis vraiment très très content d'être là. Je tiens à remercier les inters et tout particulièrement Anne qui a vraiment fait en sorte que cette table ronde se passe. Et en fait, moi, j'ai très très hâte de vous entendre discuter de ça, parce qu'il y a comment dire, il y a quelque chose qui travaille les imaginaires de science-fiction. Sur lequel on a pas mal bossé récemment, qui est l'incapacité ou la difficulté à repenser des avenirs désirables. Si on remonte un petit peu il y a eu une science-fiction pendant un moment qui voyait justement dans le futur le progrès technologique, le progrès technique, mais aussi le progrès social, avec une forme d'espérance un peu utopique, parfois un peu naïve, de voilà, on va finir dans un super futur à la Star Trek avec des voitures volantes et plus personne qui meurt de faim, etc. Et ça, c'est quelque chose qui s'est un peu tari avec le XXe siècle. Et maintenant, bon, les imaginaires de SF qui dominent, ça va être le post-apocalyptique, c'est-à-dire en fait, ça va être la fin du monde, ou la dystopie, c'est-à-dire qu'on va aller vers quelque chose de pas bon, quoi. Genre, on sent bien que c'est compliqué parce que je pense les grandes idées, les grands projets de société tels que le communisme qui est défendu par Bernard, pour des raisons assez évidentes pour tout le monde, sont sortis assez amochés du XXe siècle. Et du coup, comment on reconstruit des imaginaires désirables et des projets politiques qui vont avec. J'irai sur ce que tu as dit sur cette espèce de paradoxe en apparence qui est que Utopia, par exemple, est un récit, ça renoue un peu avec le récit utopique qui, par définition, est plutôt un horizon, une espèce de lieu qui est un peu déconnecté de là où on est, où on va imaginer vraiment une société qui est entre guillemets parfaite ou en tout cas désirable. Et en fait, cette utopie est basée sur un travail qui en fait n'est pas réellement utopique au sens où justement il postule les étapes, le déjà là, comment on tend vers ça. Et du coup, je trouve que c'est une piste extrêmement intéressante pour recréer des imaginaires désirables et des projets désirables. Qui serait justement une façon, je vais terminer là-dessus, mais peut-être d'inverser le processus
d'anticipation qui crée de la dystopie, qui se concentre sur les dystopies. C'est-à-dire que si on peut imaginer faire du Black Mirror, c'est-à-dire prendre des éléments qui sont là dans notre société et se dire si on pousse les potards un peu à fond, on va aller vers une société qui est absolument catastrophique. Pourquoi on ne pourrait pas prendre justement ce qui est déjà là dans nos sociétés et si on pousse les potards à fond, va nous promettre un monde un peu meilleur et une société qui est entièrement différente de ce qu'on a maintenant et qui est voilà, je pense qu'on peut essayer d'imaginer ce genre d'anticipation à partir des choses qu'on trouve belles et désirables dans la société telle qu'elle est maintenant, même si c'est difficile parfois de voir le désirable dans ce qu'il y a, dans ce qu'on vit actuellement, mais ça peut être une porte de sortie. Voilà. Quand l'éditeur m'a dit voilà, un auteur s'est emparé de votre travail pour faire un roman de science-fiction. Si vous me donnez votre adresse, je peux vous l'envoyer. J'ai été évidemment extrêmement à la fois honoré et ravi que un travail de recherche donne lieu à une œuvre artistique, donne lieu à tout un déploiement d'imaginaire. Et puis, j'ai pas été déçu quand j'ai lu, pour le coup, le livre, parce que précisément, alors moi, je suis en terrain inconnu. Hein, je n'ai jamais lu un seul livre de science-fiction. Hein, c'est le premier que je lise. Donc, je ne connais pas l'histoire des dystopies et du nos futurs, en fait, etc., qui semble être l'environnement actuel. Mais là, on a précisément un déplacement dans un futur qui n'est pas si lointain que ça, qui ne repose pas d'abord sur un gros appareil technologique, au contraire. Hein, on a des fois l'impression d'être dans les années 50, même, s'agissant de la vie quotidienne. Mais qui assume alors et avec les questions, les contradictions que ça pose, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans un texte linéaire. Le fait que le salaire est devenu un attribut de la personne à 18 ans, le fait que la propriété est d'usage, que la propriété lucrative a disparu, enfin bref, des thématiques que moi j'ai été amené à énoncer à partir de mon travail sur la sécurité sociale et le salaire, mais que Camille déploie de façon absolument passionnante et tout en introduisant alors un élément de thématique que moi j'avais pas du tout imaginé même. En tout cas que j'ai pas du tout travaillé, c'est le lien entre la logique familiale et la logique propriétaire, point que j'ai découvert vraiment en te lisant. Merci beaucoup, Camille. Quelqu'un veut pas dire un truc méchant sur moi tout de suite là pour moi, excusez-moi, je suis un peu ému. Je suis un peu ému parce que non, mais l'émotion c'est d'abord la mienne. Écoute, quand tu fais un boulot c'est la même chose que lorsque Patrice Ayard-Dubreuil m'a envoyé un courriel disant voilà, je viens de faire, il me vous voyez à l'époque, je viens de faire sur vous une pièce de théâtre en attendant Friot. Voilà le truc. Bon, c'est quand même extrêmement de voir que un travail qui se déploie dans l'univers de la recherche puisse avoir une fécondité dans l'univers artistique, c'est quand même fondamental. Moi, si je suis si particulièrement ému, Bernard, c'est parce que, en fait, ton travail, quand je l'ai découvert, et je pense que je crois le devoir à Usul, comme beaucoup, dans ces moments-là, enfin voilà, je le note à peu près par là. Moi, c'est réellement un travail, cette question de la socialisation intégrale du salaire, qui m'a réappris à être communiste, en fait.
C'est-à-dire que ça m'a réappris à se dire, mais attends, mais en fait, déjà, on ne doit pas avoir honte, on peut utiliser le mot, et en fait, effectivement, tout est déjà là. Et du coup, moi, je voulais faire un bouquin sur 2 thèmes, le travail et l'amour. Je sais pas, voilà, c'était mes 2 thèmes. Alors j'ai fait plein de tentatives bizarres. À un moment, j'étais parti sur un délire avec un vaisseau générationnel à travers l'espace qui allait de société en société avec des anthropologues, machin, etc. J'ai essayé, ça marchait pas du tout. Je vais laisser les histoires de vaisseaux à des gens qui savent faire. Et je me suis dit, ok, d'accord, l'utopie, d'accord, comment ça marche l'utopie, etc. Partons du salaire. Et ce qui est vraiment hyper fertile dans ce concept et dans ce déjà-là, voilà, c'est qu'à partir du moment où on l'a pointé du doigt, tout est chamboulé. C'est un peu comme, vous savez, la pilule rouge dans Matrix. Une fois qu'on est dessillé, je sais plus. Une fois qu'on a ouvert les yeux, en fait, on ne peut plus ne pas voir. Et en fait, ça a une redéfinition conceptuelle absolue du travail. Et une fois que on tire ce fil-là, toutes les activités deviennent autres. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait dans ce travail utopique là, c'était de se dire, ok, d'accord, je vais pas travailler la matière utopique comme, par exemple, on va dire, comme par exemple dans Utopia de Thomas More, où c'est un récit de voyage. Je vais pas non plus la travailler, même si effectivement j'admire et j'admirerai toujours les dépossédés de Le Guin. Je vais pas le travailler du point de vue de quelqu'un qui vit dans une utopie critique et qui repasse vers là où elle est partie, puisque c'est voilà, les dépossédés, c'est une société anarchiste qui s'est construite sur une planète et à un moment après une révolution où les gens sont partis de l'autre planète, qui est globalement une planète capitaliste. Et donc du coup, c'est un scientifique de la communauté anarchiste qui revient pour la première fois. Je me suis dit non, je vais le prendre vraiment de l'intérieur. Et donc c'est pour ça que c'est un roman autobiographique, c'est-à-dire que je vais me dire, alors pour du coup parler un peu Lordon, quelle conformation d'affect quoi ça crée chez un mec lambda qui vit sa vie tout simplement dans ce monde-là, et quels sont les changements et quelles ressemblances aussi en fait. Ça produit dans une intériorité effectivement qui n'est pas de propriété, d'autre que d'usage, et que voilà, on ait cette sécurité et cette tranquillité incroyable, voilà, apportée par le salaire à la qualification et par une société communiste où en gros voilà, en fait, la question que je me posais, c'est la question du livre, et en tant que projet littéraire pour le coup, c'est une fois qu'on a retiré de la dramaturgie le moteur principal qu'on a, à savoir l'aiguillon de la fin, à savoir la nécessité de devoir croûter et sinon on meurt. Dire là, de toute façon, les personnages ne vont pas mourir. Ils peuvent pas mourir de faim. Ils sont, de toute façon, on les laissera jamais tomber et voilà. Une fois qu'on a retiré ça, qu'est-ce qui nous reste à raconter? Qu'est-ce qu'on peut raconter? Et du coup, c'est une manière d'affronter directement ce vieux lieu commun un peu recuit de les gens heureux n'ont pas d'histoire en fait. Moi, je voulais écrire voilà une histoire de quelqu'un qui est heureux. Ça veut pas dire que c'est toujours la teuf. Il y a des moments effectivement où il y a des conflictualités. Il boit, il fait beaucoup la fête quand même. Je plaide coupable. Ça veut pas dire que c'est toujours génial. Il y a des moments de déprime dans le roman, il y a des moments de questionnement. Mais par contre, il y a toujours ce filet de sécurité, pour le coup, ce truc où on se dit, de toute façon, je suis pas tout seul. Je suis pas atomisé, je fais partie d'une société et je vais pas me retrouver tout seul. Et je sais que même au fond du trou, en fait, il va se passer ça. Et c'est un peu, si vous avez lu par exemple de Becky Chambers là, un psaume pour les recyclés sauvages là, qui est sorti à la Talente, qui pose un peu la question de si, en gros, on avait le salaire à vie, être en dépression, c'est quoi, en gros, comment on gère ça. Là c'était pareil quoi, c'est genre oui, à un moment, c'est quoi une rupture amoureuse dans une société communiste par exemple, c'est quoi le communisme de l'amour, c'est quoi le communisme de la famille, c'est quoi le communisme, voilà, c'est reprendre toutes les institutions. Et je vais m'arrêter là parce que je suis en train de délirer. Moi, justement, j'ai une question un peu sur le. Oui, moi, je vais poser des questions. Voilà, écoutez, je suis là, hein. J'en profite. Moi, ça m'intéresse vachement parce que justement, avant d'arriver, je me demandais, mais est-ce que Bernard Friot lit de la science-fiction? Donc là, j'ai ma réponse. C'est 0. Mais du coup, je suis curieux de savoir, c'est quoi votre rapport à l'imaginaire?
justement à comment vous projetez, comment vous projetez vos travaux dans l'imagination, en fait, tout simplement. Ce que fait Camille, mais je pense que Camille, ça se voit que Utopia, il le fait aussi avec, il y a ta personnalité, en fait, dedans, c'est-à-dire que tu vas tirer la pelote pour créer une société où aussi tu te poses des questions qui sont des questions propres et qui viennent pas forcément des travaux c'est pas une application stricte, en fait, des travaux de Bernard. Et moi, elle m'intéresse cette question parce que tous les deux, vous êtes beaucoup sur cette idée de rendre cette idée du communisme désirable, en tout cas telle que vous l'entendez. Et ça veut dire ça, être confronté à l'indésirabilité qu'il y a derrière ce mot, qu'il y a derrière son histoire, qu'il y a derrière justement des imaginaires auxquels on peut plus recourir, parce que on a l'impression que tout ça a été brisé en fait par le XXe siècle, puis par les années 80 et la contre-révolution libérale qui a créé des imaginaires qui allaient avec, etc. Donc comment on en recrée, comment on redéfinit à la fois ce terme-là et ces concepts-là, et en passant par des imaginaires, parce que justement toi tu es parti sur une histoire où effectivement il y a pas le bon, il est pas technologique, mais moi, je m'étais fait la réflexion il y a longtemps où je me disais parfois les travaux de Bernard, il y a quelque chose de science-fictionnel, au sens où en fait le bon politique et social, économique qui est fait dans vos travaux, c'est presque le même bon qu'un bon technologique de dire maintenant on peut voyager dans l'espace. En fait, et c'est très criant je trouve dans Utopia parce qu'il y a quelque chose qui ressort, c'est comme ces gens vivent dans ce monde-là, sont nés dans ce monde-là, on est quand même face à des gens qui sont plus câblés pareil. Et ça, c'est hyper important. En fait, tu aurais quasiment pu en faire des aliens. Il y a quelque chose de presque extraterrestre dans ce truc-là. Et t'as pas fait ce choix-là de dire je vais montrer des aliens qui ont le salaire à vie. T'as vraiment choisi ce truc-là. Il y a un truc anthropologique qui a changé, psychologique qui a changé là-dedans. Et voilà, moi je me pose la question de comment on projette ces idées-là en des nouveaux imaginaires pour les rendre à la fois compréhensibles, nouveaux dans le sens où il faut justement se débarrasser d'imaginaires qui ont fait leur temps ou qui sont trop teintés et voilà, et comment on fait ça collectivement selon nos différentes sensibilités, les différents médiums, et parce que moi personnellement c'est mon biais voilà de culture populaire, mais je pense que on ne peut pas faire avancer les choses si on n'a pas les imaginaires qui vont avec. Voilà. Et du coup, comment on les crée ces nouveaux imaginaires? En tout cas, moi, comment on les crée, c'est une question à laquelle je ne saurais pas bien répondre, mais qu'il y a un enjeu anthropologique dans la mutation qui s'opère depuis, moi je commence, je la situe en 46, du salaire. Pour moi, c'est cet enjeu anthropologique qui est décisif. Hein. C'est-à-dire que en 46, le salaire qui a été jusqu'ici exclusivement un salaire après un acte de subordination, un salaire qui est la conséquence d'un acte de subordination. On est payé après, on est payé à la fin, après avoir posé un acte subordonné, après avoir fait un travail avec lequel on est éventuellement en désaccord, en tout cas un travail dont on n'a pas décidé ni de l'investissement, ni du lieu, ni de l'objet, ni du collectif qui va le produire, etc. Là, vous avez en 46 des initiatives communistes au sens de membres du Parti communiste, aussi bien au gouvernement qu'à la CGT, qui dénouent le salaire du travail subordonné pour en faire un attribut de la personne. Et ça, pour moi, c'est inouï. Anne, tu parlais, on va peut-être se tutoyer, non? Je sais pas. Oui. Bon, tu parlais de l'inouï. Pour moi, qui pendant 30 ans ne l'est pas vu, cela dit. Hein. C'est-à-dire que pendant 30 ans, c'est là que les imaginaires sont quand même extrêmement prégnants. Hein.
pendant 30 ans, j'ai fait un travail de première main. C'est-à-dire que j'ai dépouillé des archives, j'ai interviewé des acteurs, j'ai lu tous les travaux parlementaires, les articles scientifiques, enfin tous les rapports de l'Inspection générale des affaires sociales, etc., qu'on peut imaginer. Bien, sans voir du tout que 46, c'est la subversion de 45. Je n'ai pas vu, hein, parce que j'étais dans un imaginaire d'une classe révolutionnaire inexistante, hein, d'un capitalisme qui est une structure qui se reproduit et qui génère des victimes. J'étais solidaire de victimes et donc je ne voyais pas que cette classe révolutionnaire, c'était pas du tout des victimes, c'était des acteurs en capacité d'instituer une alternative au capitalisme. Et donc j'ai pu travailler pendant 30 ans sur des documents de première main et ne pas voir l'évidence, hein, parce que les documents ne répondent qu'aux questions qu'on leur pose. L'évidence, c'est que en 46, les communistes subvertissent la sécurité sociale patronale qui est omniprésente en 45. En 45, vous avez plus de 1000 caisses de sécurité sociale, vous avez 70 000 salariés qui bossent dans ces caisses pour les cotisations et les prestations. C'est une institution pléthorique, la Sécu en 45. Hein. Et elle n'est pas du tout créée en 45, elle est créée par le patronat entre 1880 et 1940, en gros. Et pour des initiatives qui sont essentiellement anti-ouvrières. Et vous allez avoir une capacité d'une classe révolutionnaire de s'emparer de cette institution pour la subvertir. Et par exemple, hein, d'attribuer du salaire aux parents. Alors que jusque-là, les allocations familiales, c'était un sursalaire familial qui était une arme de guerre patronale inventée pour s'opposer à la hausse générale des salaires, donc qui permettait de concentrer la hausse des salaires sur les seuls chargés de famille, enfin les seuls chargés de 2 enfants au moins, qui étaient donc combattus par la CGTU, par exemple. Et il fallait être sur son poste pour pouvoir avoir ce supplément familial. C'était plus de la moitié de la Sécu en 45. Hein. 55% des prestations, c'est les allocations familiales. Et il fallait être sur son poste. Si on n'était pas sur son poste, si on était en arrêt de maladie, au chômage ou en retraite chargé d'enfants, on n'y avait pas droit. Or, en 46, les communistes subvertissent complètement cette institution. Ils en font ils dénouent complètement le lien entre l'emploi et les allocations familiales. Et ils font des allocations familiales. Un salaire, c'est payé par les employeurs et c'est 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, c'est-à-dire plus que le salaire d'un OS, puisque les OS à l'époque ne faisaient pas 225 heures par mois. Ils en faisaient plus qu'aujourd'hui, mais pas 225 heures. Donc on a là un salaire qui n'est plus du tout le résultat d'une subordination, mais un droit de la personne. Croizat opère la même chose pour la retraite. La retraite, c'est tout l'enjeu du débat actuel d'ailleurs, hein, même s'il n'est pas toujours posé correctement. Là, je vous renvoie mon petit bouquin « Prenons le pouvoir sur nos retraites ». Le geste de 46 que fait Croizat, il supprime toute référence à la cotisation. Hein. Jusque-là, c'était « j'ai cotisé, j'ai droit », une logique capitaliste. Hein. En retraite, on n'est plus subordonné. Donc, on n'a pas droit au salaire. Le salaire, c'est la conséquence d'une subordination. On n'a pas droit au salaire, on a droit au différé de ses cotisations. Hein. On a mis au pot commun une partie de son salaire quand on était actif, on n'a pas tout dépensé. On en a mis au pot commun et donc on a le droit de récupérer une fois qu'on est inactif, comme on dit, puisque non subordonné. Quelqu'un qui n'est pas subordonné, il est inactif par définition dans le capitalisme. C'est assez facile à comprendre. Hein. Et donc on va récupérer à travers les cotisations des actifs actuels ce qu'on a mis au pot commun quand on était soi-même actif. Quelqu'un qui n'est pas subordonné n'a pas droit au salaire. Or, Croizat, il évacue tout cela. Il pose le droit au salaire des retraités, aucune référence n'est faite aux cotisations dans le calcul de la pension, dans le régime général. Il s'inspire du modèle de la fonction publique et il
il fait de la pension la continuation du salaire, d'un salaire de référence, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, la qualification qui était attachée au poste de travail dans la convention collective devient attachée à la personne même. C'est le salaire à la qualification personnelle. Et ce n'est plus un salaire parce que j'ai été subordonné, mais c'est un salaire qui est un acquis de la personne, un acquis absolument irrévocable que ni l'État ni les patrons ne peuvent mettre en cause, un acquis qui n'implique aucune incitation à quelque subordination que ce soit. C'est un salaire pour le travail libre. Passer du salaire parce que subordination à un salaire pour la liberté, ça, c'est absolument formidable. Et c'est un imaginaire qui n'est pas encore, pour le moment, assimilé. Vous voyez comment mon parti, le Parti communiste, comment LFI préconise une continuité du contrat de travail. Voilà, tout au long de la vie, chacun va avoir un contrat, soit de l'État employeur en dernier ressort, ça c'est LFI, d'accord. S'il n'a pas un contrat dans le privé, il aura un contrat par une collectivité publique, soit c'est le Parti communiste, sécurité, emploi, formation. S'il n'a pas un contrat de travail, il aura un contrat de formation. Mais le support des droits, ça reste le contrat, c'est pas la personne. Alors que nous avons conquis aujourd'hui, le tiers des plus de 18 ans ont un salaire lié à leur personne. Enfin, c'est pas rien quand même. Un salaire, c'est-à-dire supérieur au SMIC. Au moins 75% du salaire net de référence. C'est 17 millions de personnes sur les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes. Enfin, passons à 100%. Et l'intérêt précisément du travail de Camille, c'est sans partir dans les extraterrestres, sans partir dans une espèce de fantasme technologique, c'est montrer ce que ça rend possible. Si à 18 ans, tout le monde a un salaire, qu'est-ce que ça rend possible? Quelle question ça pose aussi? Parce qu'on n'est pas dans un univers d'un imaginaire paradisiaque, toutes choses qui sont sans intérêt, hein, au contraire. C'est ça qui est intéressant, c'est sans se projeter dans 1000 ans, ni ailleurs, mais comment ces conquis-là, si notre imaginaire s'en empare, hein, si on est capable de se battre contre un salaire parce que subordination, pour un salaire pour la liberté, comme un salaire comme droit politique de la personne majeure de 18 ans à sa mort, bien, c'est vrai qu'il y a un enjeu d'imaginaire. Pour le moment, la gauche n'a pas cet imaginaire. C'est pour ça qu'elle propose que les droits restent liés au contrat de travail. Comment voulez-vous faire une rupture écologique si vos droits sont liés à votre contrat de travail? Si vos droits sont liés à l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Moi, je n'irai pas faire la morale écologique à des gens qui défendent leur emploi, fût-il de merde, dès lors que c'est leur emploi qui est la source de leurs droits. Donc, si mes droits dépendent du contrat que j'ai passé avec une entreprise, je vais fermer ma gueule, évidemment. Et donc, il faut absolument que les droits économiques dépendent de la personne et non pas d'un contrat de travail. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été mis en place. Nous n'avons pas besoin d'inventer un dispositif imaginaire. Là, nous sommes dans une imagination qu'il faut assumer correctement maintenant, hein, parce que le déjà là du salaire lié à la personne, faute d'être assumé, va disparaître. Je rappelle que l'article 1er de la loi que le Conseil constitutionnel, cette assemblée de crétins, a validé, évidemment. L'article 1er supprime les régimes spéciaux, c'est-à-dire supprime le droit au salaire des retraités. C'est ça l'enjeu décisif. Quelqu'un qui n'est pas subordonné n'a pas droit au salaire. Sortons de cet imaginaire-là, d'accord, qui est malheureusement encore celui de ceux que ce dispositif fait souffrir. Moi, je vais plaider pour ma paroisse un peu. L'intérêt pour moi de
de prendre ces concepts et de les dramatiser par le biais d'une biographie et voilà. Moi, mon but c'était de faire un gros mélo communiste. Voilà, je voulais que ce soit vraiment un livre avec genre gros sentiments, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, et qu'on y aille vraiment, vraiment franco. D'ailleurs, dans lequel quand tu dis travail et amour, mais travail et EST, amour, hein, chez toi. Oui, alors ça, ça vient des intergalactiques la dernière fois, en plus, en vrai. Je repartais en train et je sais pas, je regardais la campagne par le train et je me suis dit, putain, c'est beau, déjà, hein. Et de deux, je me suis dit, bah oui, mais quand on façonne quelque chose, quand on crée quelque chose de beau, en fait, on lui veut du bien. Et vouloir du bien à quelqu'un, c'est quand même la base de l'amour au sens général, hein, et pas que l'amour romantique ou l'amour sexuel ou voilà, ou l'amour amical même, etc. Et moi, la force, je pense, de cette mise en imagination. Et imagination, voilà, très concrètement, ça veut dire créer des images. Le hasard veut que quand j'ai commencé à écrire ça, Frédéric Lordon a sorti Figure du communisme. Voilà, salaud quoi. Et donc du coup, montrer à voir, donner à voir. Et en fait, ce qui je trouve est particulièrement stimulant en fait quand on travaille en SF, en le prenant en dehors vraiment de la question sciences technologiques et en travaillant en SF en sciences sociales, c'est qu'en fait on transmet du savoir. Moi, mes livres, depuis maintenant à peu près 3-4 ans, je les conçois vraiment comme des objets pédagogiques. C'est-à-dire que j'ai un savoir, une idée que je veux transmettre, et donc du coup, je cherche la forme adéquate. Je cherche la forme adéquate pour le faire passer. Et donc là, je me suis dit, bah attends, vu que c'est quand même un truc un peu sec, un peu difficile à comprendre, un peu voilà, et qui en plus mérite d'être questionné, etc. Bon, bah va falloir que je donne un peu de la chair quoi à ça, et ça se passe effectivement par les personnages, par les émotions et par le lien des structures sur les émotions. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord que le travail libre nous rend. Je pense que liberté, c'est un mot qu'il faut qu'on reprenne à gauche et qu'on réinvestisse. Les connards de droite, ils ont bien compris. Ils disent, nous, on est libéral. On veut la liberté. Super. Moi, j'adore la contrainte. C'est super. Merci. Oui, parce que sinon, en face, c'est l'URSS. Ah, d'accord, ok. C'est la dictature. Et donc, le travail libre nous rend entiers. Et ça, pour le coup, c'est Marx. C'est-à-dire qu'on est aliéné, on est rendu étranger à nous-mêmes, et même on est fendu en deux, on est clivé, mais dans le temps. Je sais pas si vous avez vu cette série télé qui est sur je ne sais pas quelle plateforme de streaming parce que je l'ai téléchargée, qui s'appelle Severance. Sévrance en accent français. Avec bon, je sais plus quels acteurs. En gros, le truc, c'est la métaphore, c'est des travailleurs, des salariés qui vont travailler dans une boîte où, en gros, quand ils passent la porte de l'entreprise, il y a une nouvelle version d'eux-mêmes qui prend le contrôle et qui, en gros, qui ne connaît que l'intérieur de l'entreprise. Et ils cessent littéralement d'être eux-mêmes, et donc du coup, on a un peu le ping-pong. On est plutôt avec les personnages de l'intérieur, mais le ping-pong avec aussi les personnages avant qu'ils ne rentrent. Et cette tension-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de gens entiers, en fait. Et tant qu'on sera clivé, et tant que le travail nous clive et nous rend, enfin, ça nous tue, en fait. Parce qu'on est tout le temps en conflit contre soi-même. Effectivement, quand on fait un travail qui nous répugne, bah, c'est une souffrance terrible. Et donc, du coup, il faut le faire ça. Et donc, moi, je pense que la fiction peut donner à voir ça, peut donner à sentir ça. Et c'est vieux comme au moins La Fontaine ou Ésope, voilà, le pouvoir des fables. Il y a quelque chose dans la fiction qui permet de rendre sensible des choses auxquelles, parfois, bah, par goût ou par manque d'habitude, on répugne à s'attaquer, parce que c'est vrai que lire des sciences sociales, ça s'apprend, c'est difficile, parfois on comprend rien. Moi, la première fois que j'ai essayé d'ouvrir un bouquin de Bernard, c'était Émanciper le travail, je crois. Bon, j'ai eu 10 pages, j'ai rien bité. Après, je suis allé regarder une conférence gesticulée sur YouTube. J'étais là, ah d'accord. Et du coup, j'ai repris le bouquin. Donc voilà, ça demande un peu de travail. Mais moi, j'ai envie de te questionner un peu, Bernard, sur ce que tu dis que tu n'as jamais lu de SF. Mais un truc qui m'a frappé dans ton dernier bouquin, Prendre le pouvoir sur nos retraites, c'est qu'il se termine par un texte de SF.
tu nous as donné un texte d'anticipation qui s'appelle de mémoire Dialogue en 2025 entre une nouvelle salariée de je ne sais plus quelle institution et quelqu'un en 2023 qui n'a pas bien compris les réformes de 2023. Donc, je pense que tu as fait œuvre d'écrivain de science-fiction déjà. Oui, enfin, c'est en 2025, hein, quand même. Et c'est sur quelque chose qui se passe en 2023, que le mec n'a pas compris. Et que, bon, c'est pas... Il y a quand même ce déplacement de projection. Et Benjamin, tu parlais des extraterrestres, et c'est vrai. J'aurais pu faire un truc avec des extraterrestres. Il se trouve que mon imagination, pour le coup, ne fonctionne pas comme ça. Bon, il y a des gens qui savent très bien écrire les extraterrestres, et tant mieux pour elles et pour eux. L'utopie, c'est une méthode de pensée, en fait. C'est pas un objet, c'est de se dire, mais c'est vraiment la base de toute fiction et de SF particulièrement, c'est de dire, et si ? Et si ça fonctionnait comme ça ? Et si ça fonctionnait comme ça ? Et le jeu, et l'intérêt du jeu, c'est de suivre ce sillon et d'y aller. Et en fait, quand on part de quelque chose qui existe vraiment et qu'on l'élargit, qu'on le grossit comme ça, c'est hyper stimulant, quoi. Et surtout, quand un truc aussi positif que genre, ouais, imaginez si tout le monde était libre. Pas mal. Quand même, vraiment libre, avec tout ce que la liberté impose comme responsabilité et comme contrainte structurelle et morale. Alors, juste du coup, pour relancer la balle, Benjamin, tu disais que tu n'étais qu'un commentateur, mais en vérité, moi j'ai l'impression à nous voir tous les trois qu'il y a une espèce de division du travail intellectuel incarné sur la scène, avec effectivement un chercheur qui produit du savoir, moi qui essaie de le mettre en imagination, toi qui vas faire un travail critique derrière, un travail d'imagination, et aussi Yann qui est là pour nous encourager, pour nous faciliter et pour nous voilà, nous pousser à produire du savoir ici ce soir. Et donc du coup, j'aurais voulu t'entendre un peu là-dessus sur ton travail de critique et qu'est-ce que c'est pour toi comment tu places ton rôle dans la diffusion des savoirs. Waouh. Alors j'y ai énormément réfléchi, non pas du tout. Je sais pas. Après, je pense que moi, pour la faire simple, je fais ce qui m'intéresse et où je me retrouve. Et en fait, j'ai pas spécialement eu besoin de théoriser ça, dans le sens où en fait, quand je découvre les travaux de Bernard, je le relie à ce qui est ma culture, en fait, qui est ma culture, y compris en termes de fiction, mais aussi ma culture vis-à-vis des représentations que j'ai, qui peuvent être fictives, mais aussi des représentations du réel, de l'histoire, des choses comme ça. Et réciproquement, quand je regarde des œuvres, ça c'est mon biais qui est comme ça, et c'est ce qui donne mes travaux à moi, on va dire. J'y vois aussi d'autres choses. Je vois du Téchala du coup dans les fictions aussi, et j'essaie de les relier justement à ces choses-là. C'est pour ça que je sais pas quel exemple je pourrais prendre, mais quand on fait, je vois John Wick. J'adore John Wick parce qu'il y a des bagarres et des gens qui se tirent dessus, ce qui est la qualité première de John Wick. Mais je vois aussi un univers qui est derrière, et dedans je peux y trouver du Frédéric Lordon ou du David Graeber ou voilà, des choses comme ça. Et donc moi je le vois juste comme ça, et c'est presque intuitif, mais parce que c'est aussi mes obsessions. Et en fait, je pense que, pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, moi il y a un truc que je trouve frappant, alors que justement c'est absolument pas les mêmes démarches en fait en réalité, mais qui est frappant dans ce dont on a besoin de convergence, et que les gens se réemparent en fait de ces idées. C'est que tu vois, tu dis Severance, que j'ai pas vu, mais qui a priori est une série c'est une série critique du capitalisme en fait, de l'aliénation. Et en fait, il y en a énormément en fait, des œuvres pop même assez commerciales, où il y a toujours une critique un peu du capitalisme, ou voire qui des fois vont voir des critiques même un petit peu plus dures. Ça existe en fait dans la pop culture, ces trucs-là. Mais c'est du négatif, c'est-à-dire c'est du Black Mirror, quoi. C'est du, tu vas dire, regardez, on est aliéné, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Et ça, c'est quelque chose que je retrouve dans les deux, en fait, justement. Dans moi, politiquement, les travaux de Bernard, un des intérêts
qui m'a frappé vraiment tout de suite, en dehors du fait d'être d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis un peu coco à l'ancienne, donc c'est facile, l'international, tout ça et tout. Moi, j'aime déjà bien, ça me parle. Mais qui m'a vraiment frappé, c'est là, j'entends du positif. En fait, j'entends quelque chose à construire. J'entends pas juste quelque chose à détruire. Qui serait le capitalisme, et après, on sait pas trop. Et surtout, j'entends justement qu'il y a déjà des bonnes choses là-dedans. Et ce que je trouve frappant, et c'est là où on voit qu'il faut vraiment qu'on se sorte les doigts, en fait, c'est que prenez ce qu'on a en face. C'est-à-dire que, en fait, c'est quoi l'imaginaire là qui est promu? Je dis pas qu'on ait pu pendant les années 80 se dire oh là là, les années fric c'est super, vous allez voir le libéralisme ça va être trop bien, la mondialisation ça va être trop bien. Bon, maintenant ça va, non, on a compris quoi qu'il y avait un problème et que c'était nul quoi. C'est quoi les imaginaires qu'on a en face? Comment ça se fait qu'on arrive à nous vendre des trucs d'Elon Musk qui vont nous vendre des trucs de merde, des Zuckerberg qui vont nous dire le futur c'est méta, c'est le métaverse, c'est le truc le plus éclaté en termes d'imaginaire possible quoi, genre c'est nul, vous voyez ça comment ça se fait que ça domine alors que ils ont rien en fait, c'est pauvre, je ne vois pas en quoi c'est désirable. Là tout à l'heure on parlait avec quelqu'un des The Line, les villes du futur pour milliardaires qui se feront jamais et qui se vendent sur des espèces de trucs que moi j'ai l'impression que justement je vois de la dystopie quand je vois ça, mais eux ils ont l'air de dire ça va être super, c'est ça le futur, on va faire des villes toutes droites dans le désert avec des drones, enfin genre c'est vraiment catastrophique. Et même si on le prend politiquement là avec ce qui se passe en ce moment, les réformes, tout ce que vendent les gens qui sont au pouvoir actuellement, ils disent pas la réforme des retraites, vous allez voir ça va être trop bien, on va se mettre, ils essayent même pas de faire ça, ils disent c'est une réforme nécessaire. Ça fait mal, mais on est obligé parce qu'on est des gens très responsables et on va faire ça. Comment ça se fait qu'ils gagnent en disant juste ça va faire mal au cul, mais on est obligé? Donc c'est pas normal. On devrait pouvoir prendre la main en fait là-dessus et dire non, mais en fait vous voulez pas faire des trucs qui font envie et qui vont améliorer le monde. Et parce que pour moi ils ont déjà un peu rendu les armes en fait à ce niveau-là. Ils essayent même plus de nous faire croire qu'on va vivre mieux grâce à leurs conneries. Ils essayent même plus ça. Donc nous, je pense qu'on a vraiment un rôle, après justement en division du travail, parce que moi je serais incapable de faire ce que ni l'un ni l'autre vous faites. On a tous collectivement une responsabilité, en tout cas les gens qui veulent améliorer les choses, à prendre la main là-dessus et à nous offrir entre nous des perspectives en fait. Des perspectives et du désirable en fait tout simplement, et ça là-dessus on n'est pas très bon encore je trouve, et alors qu'en face je trouve pas qu'on ait des adversaires particulièrement féroces en termes de ce qu'ils produisent à ce niveau-là. Ils vont à la limite même plutôt ce qui va dominer c'est la critique de ces trucs de leurs propres trucs. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des pistes à trouver là-dessus quoi. Pour ajouter quelque chose, effectivement le problème aussi des imaginaires, même des utopies, on va dire, contemporaines, c'est que elles passent par une phase de table rase, en gros, où de grandes souffrances, à la limite, voilà, l'apocalypse, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, et du coup, on n'a pas non plus, on n'arrive pas à articuler le présent et c'est imaginaire. Pardon, ça me fait penser parce qu'on en parlait tout à l'heure et Bernard voit peut-être pas ça, mais parce que justement, si vous regardez pas de la SF, est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé la série The Last of Us, qui est une série post-apocalyptique avec des espèces de zombies, etc. Je vais pas spoiler un truc, mais il y a quelque chose qui a fait beaucoup rire les gens. C'est qu'à un moment donné, on voit un groupe de survivants qui a créé une communauté qui est fonctionnelle, où ils arrivent à pas se faire bouffer par les zombies et où ils ont des trucs et tout. Et c'est des ricains qui ont vécu dans la société d'avant. Et puis c'est des gros ricains quoi quand même vraiment. Et ils expliquent comment fonctionne leur truc et le type dit ah voilà bon on a tout mis en commun et puis là il y a les chèvres et là il y a les champs et là on a mis voilà et on est un système de gouvernance comme ça et tout. Et le mec qui vient d'arriver dit ouais vous êtes des communistes en fait. Et le type dit non mais n'importe quoi, c'est pas ce que tu crois du tout. Et la chef du camp dit bah si gros en fait on est une commune, on est littéralement des communistes. Et il y a un arrêt sur le personnage qui se rend compte qu'en fait ça fait 10 ans qu'il est communiste et qu'il fait du communisme, et j'ai trouvé ça hyper drôle parce qu'il y a vraiment ce truc de il se rendait pas compte que
ce qu'il était en train de faire et dont il avait l'air si fier, qu'il est trop content de sa communauté qui marche bien, bah c'était ça en fait. C'était juste ça. Il l'avait juste pas nommé. Et voilà, pour la petite anecdote, je trouve que c'est un exemple assez drôle de justement ce qu'on peut construire, ce qu'on peut reconstruire, voilà, comme idée. Enfin, comme rapport à cette candidée en tout cas. Oui, il faut lier le mot communisme à des expériences qui sont collectivement vécues comme positives. Il y a ce droit au salaire des retraités, il y a ces allocations familiales qui deviennent un salaire, ce que Rocard va évidemment supprimer, et il va inventer la CSG pour ôter le droit au salaire des parents, en dire ben non, les parents n'ont pas droit au salaire puisqu'ils ne sont pas dans une subordination. C'est des victimes du coût de l'enfant, donc on va leur donner un impôt de solidarité. Et tout ça est passé comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que nous n'avons pas un imaginaire aujourd'hui du salaire à la hauteur des conquis. Je prends un deuxième conquis. J'ai pris celui qui dissocie le salaire de la subordination et du contrat de travail pour l'attribuer à la personne. Ça, c'est un grand mouvement de 46. Mais vous avez dans les années 60 l'invention, on peut le dire vraiment, d'une sécurité sociale du soin qui était inexistante dans les années 50. L'hôpital, jusque dans les années 40, c'est pour les insolvables. Donc imaginez que c'est pas un haut lieu de technologie du soin. Et les soins ambulatoires sont pas remboursés. Il n'y a pas de conventionnement, donc ils sont pas remboursés. Donc on part de quasi zéro. Et en 15 ans, entre 58 et 75 à peu près, dans une quinzaine d'années, il va y avoir la construction d'une sécurité sociale du soin, mais à partir d'une avance en salaire, pas d'une avance en capital. Nous sommes encore aujourd'hui convaincus que pour pouvoir travailler, il faut qu'il y ait une avance monétaire qui nous endette. Il va falloir qu'on rembourse. Alors, la gauche dit oui, mais ça ne va pas être du crédit privé. On ne va pas faire appel au marché des capitaux, on va faire un pôle public de crédit. Et on va pouvoir, avec ce crédit public, faire les investissements nécessaires et chacun va pouvoir travailler. On n'aurait même pas du tout en cause cet imaginaire capitaliste qu'avant même de travailler, on est endetté. Dans le capitalisme, alors que c'est nous qui produisons la valeur, avant même que nous commencions à travailler, nous sommes endettés, puisque nous avons dû passer soit par création monétaire par crédit, soit par prêt de profits accumulés sur le marché des capitaux. Nous avons dû passer par un prêteur qu'il va falloir rembourser avant même de nous payer, que nous soyons payés. Or, nous avons totalement produit une toute autre modalité de la production qui part non pas d'une avance en capital, fût-il prétendument vertueuse parce que ce serait du crédit public. Il n'y a pas de bon crédit en matière d'investissement. Tout crédit est négatif parce que tout crédit nous pose comme, avant même de travailler, comme endettés, ce qui est quand même incroyable que nous acceptions un statut d'endetté pour pouvoir travailler. Alors que nous avons inventé tout à fait autre chose. Les années 60 sont des années de hausse du salaire, mais pas d'abord le salaire direct, comme on dit, qui va sur le compte postal ou bancaire, le salaire socialisé, celui qui va à la sécurité sociale. Vous avez une forte hausse du taux de cotisation. Le taux de cotisation à l'assurance maladie passe de 8% du salaire brut en 45 à 16% du salaire brut dans les années 70, et ça se fait dans les années 60, une très forte hausse du taux de cotisation à l'assurance maladie qui fait que l'assurance maladie a des ressources considérables, et ces ressources, qui sont du salaire, donc vous avez une avance en salaire, c'est avec cette avance en salaire que l'assurance maladie va subventionner l'investissement hospitalier, et Dieu sait si la création des CHU, etc., dans les années 60, c'est un énorme investissement qui va être subventionné. Il n'y a pas d'appel au marché des capitaux, il n'y a pas de partenariat public-privé, il y a très peu d'appels, enfin il y a une partie d'appels à la Caisse des dépôts et consignations, du crédit public, mais pour l'essentiel, cet investissement est assuré par subvention de l'assurance maladie. Donc on supprime la dette aux
comme préalable du travail collectif. C'est le salaire avancé sous forme socialisée dans l'assurance maladie qui permet d'assurer l'investissement et qui permet de faire que les salariés de l'hôpital soient des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils soient libérés du marché du travail, qu'ils soient libérés du chômage, qu'ils aient un salaire qui est un attribut de la personne, ce qui est le cœur de la fonction publique. On est payé pour son grade, on est payé pour un attribut de sa personne, pas pour son contrat de travail. Et les soignants ambulatoires, eux, à travers la convention qui démarre en 61, vont être libérés du marché capitaliste. Les organisations professionnelles vont négocier avec l'assurance maladie une nomenclature d'actes et un prix d'actes avec une patientèle qui est solvabilisée, et on sort ces indépendants de la situation de tous les indépendants dans toutes les professions aujourd'hui, et depuis longtemps, 90% de SMICAR au moins que le SMIC et 10% de NABAB. On a complètement sorti ces indépendants-là de cette situation du marché capitaliste. On les a libérés du marché capitaliste sans supprimer le marché, en faisant un marché négocié. Donc, nous avons inventé un déjà-là communiste, mais dont vous voyez que il ne nous a pas fait sortir pour le moment de notre imaginaire que pour créer une production, il faut d'abord s'endetter. Non. Pour produire, la seule avance, il faut une avance en argent bien sûr, mais la seule avance nécessaire, c'est les salaires. Parce que produire, ça n'est que du travail. Et de la nature, mais ça c'est en termes de richesse, mais en termes de valeur, ça n'est que du travail. Et donc, produire de la valeur, c'est mobiliser des travailleurs. Et pour mobiliser les travailleurs, il faut commencer par leur verser un salaire. Le salaire comme préalable, comme le salaire pour, et non pas le salaire parce que. Nous avons au moins deux institutions majeures, et l'assurance maladie a généré un système de soins qui a été au premier rang mondial pendant des décennies. Les institutions de 46, les institutions de l'assurance maladie, de la sécurité sociale du soin, nous avons des institutions majeures dont heureusement des auteurs comme Camille s'emparent pour déployer un imaginaire du quotidien. C'est pas du tout, encore une fois, quelque chose qui nous envoie ailleurs. C'est pas un autre monde, c'est un monde autre. Assumons-le. Le temps avance un petit peu, donc est-ce que Benjamin, tu as quelque chose à ajouter? Oui, je sais pas, il reste combien de temps Ah oui, ça va. On va vous passer la parole parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser. Donc, Merci, bonsoir. Merci beaucoup pour cette discussion qui était fort intéressante. Sur cette question justement de l'imaginaire et de la manière dont on pourrait justement voir émerger ces imaginaires, je pense que ce serait assez intéressant en fait d'avoir la perspective de Bernard Friot, puisque lui-même a dit au début de discussion que pendant 30 ans, il a travaillé sur ces matériaux empiriques sans saisir l'interprétation qu'il en donne aujourd'hui. Donc il y a un moment justement où son imaginaire a dû se renverser pour qu'il saisisse cela, et j'aurais bien aimé du point de vue justement du travail de recherche qu'il explique un petit peu comment il en est venu à faire cette révolution paradigmatique, et peut-être que du coup il peut aussi évoquer un petit peu le rôle de l'imagination ou le rôle qu'il attribue à l'imagination dans le travail scientifique. Voilà, merci. Je peux dire très clairement quand est-ce que je suis passé de l'autre côté. Je m'en exprime dans la conférence gesticulée
je ne sais plus comment elle s'appelle, Akosh dit oui. J'ai été pendant très longtemps dans cette attitude très confortable du chercheur de sciences sociales critiques, qui dénonce le capitalisme comme une structure générant des victimes et qui est solidaire des victimes. Position très confortable parce que en écrivant une histoire qui nous dit il n'y a qu'une seule classe pour soi, la bourgeoisie. Il n'y a qu'une seule classe qui soit consciente de ses intérêts, en capacité de les faire valoir. Et en face, il y a des victimes qui peuvent de temps en temps créer des contre-pouvoirs ou des choses comme cela, mais qui sont furtifs. On écrit l'histoire dont la bourgeoisie a besoin. Il n'y a pas d'alternative. Et on fait carrière. Ah oui, mais on est du bon côté, puisqu'on est du côté des victimes. On dénonce le capitalisme. C'est une situation qui est majoritaire dans la science sociale aujourd'hui et qui est très confortable. On est au service de la classe ouvrière. Et la conférence gesticulée que je donne là, c'est comment je suis passé du service à l'école de la classe ouvrière. Et là, ça se fait en 2003, on va dire. En 2003, vous avez une mobilisation comme celle d'aujourd'hui, une énorme mobilisation contre la réforme qui se manifeste par toute une série de mobilisations successives pendant plusieurs mois et qui échoue. Je me dis, on ne peut pas se contenter de dire en face ils sont forts. Qu'est-ce qui, dans nos mobilisations à nous, dans nos mots d'ordre, fait que nous échouons? Et là, en reprenant mon matériel, je me suis rendu compte que nos mots d'ordre de défense de la répartition étaient faux. Défense de la répartition, nos mots d'ordre qui posaient comme sous-texte de la réforme la volonté de nos adversaires de passer à la capitalisation. Et donc, toutes les mobilisations, c'était non à la capitalisation, oui à la répartition. Et là, je me suis rendu compte que ces mots d'ordre-là sont entièrement faux. Parce que j'ai repris les deux régimes de retraite tout à fait contradictoires qui s'opposent dans la réforme, celle du droit au salaire continué, ce que j'ai exprimé tout à l'heure, le fait que des gens qui n'ont plus de subordination ont droit au salaire, et celle du différé de cotisation. Droit au salaire contre j'ai cotisé, j'ai droit. Or, la réforme telle que nos adversaires la mobilisent, c'est pour passer du droit au salaire au j'ai cotisé, j'ai droit. Or, j'ai cotisé, j'ai droit, c'est en répartition, bien sûr. C'est l'Agirc Arrco, c'est la riposte patronale dès 1947 à la subversion communiste de 1946. Mais non, les retraités n'ont pas droit à du salaire puisqu'ils ne sont pas en subordination, ils ont droit au différé de leur cotisation, ils ont droit à la solidarité intergénérationnelle. Solidarité intergénérationnelle, ça veut dire les retraités sont des inactifs. Encore une fois, traduisez, dans le vocabulaire capitaliste, ça veut dire ils ne posent pas des actes qui mettent en valeur notre capital, donc c'est des inactifs. Les retraités sont des inactifs, ils n'ont évidemment pas droit au salaire qui est la contrepartie d'une subordination, ils ont droit à la solidarité intergénérationnelle. Ils ont été, eux, lorsqu'ils étaient actifs, solidaires
en ne consommant pas tout leur salaire, en mettant une partie au pot commun, ben, ils ont le droit de récupérer, lorsqu'ils sont eux-mêmes devenus inactifs, à travers les cotisations des actifs actuels, la solidarité dont ils ont fait preuve quand ils étaient actifs. Solidarité intergénérationnelle, thématique éminemment capitaliste, qui pose le retraité comme non productif. C'est au cœur de tout le prétendu débat auquel tu faisais allusion. Ça fait mal, mais c'est nécessaire, parce que s'il n'y a pas assez d'actifs qui cotisent, comment voulez-vous qu'on puisse financer des retraites? Alors, une réponse absurde, c'est de dire, mais si on peut financer, si on taxe les super profits, si on peut financer, si on taxe les revenus de la propriété, si on peut financer, etc. C'est-à-dire, on admet que les retraités sont non productifs. On admet la définition capitaliste du travail. Ne travaillent que ceux qui mettent en valeur du capital. Les autres sont des gens utiles, mais non productifs. Et c'est en m'interrogeant sur ces mots d'ordre, solidarité intergénérationnelle, oui à la répartition, non à la capitalisation, qui sont au cœur de mobilisation, que je me suis rendu compte que ces mots d'ordre sont absurdes, sont des mots d'ordre de nos adversaires. Et si on est battu, c'est parce qu'on se bat sur le terrain de l'adversaire. Nous avons inventé en 1946 ce à quoi les patrons ripostent en 1947. Les deux sont en répartition. L'Agirc-Arrco est en répartition, tout comme le régime général est en répartition. Mais ce sont deux institutions complètement antagonistes. L'une, c'est les retraités sont des travailleurs qui ont droit au salaire. L'autre, c'est les retraités sont d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur cotisation. L'une sort le salaire de l'emploi pour l'attribuer à la personne. L'autre maintient le salaire dans l'emploi, dans le carcan de l'emploi, pour en attribuer un différé lorsque l'on est inactif. C'est un enjeu absolument décisif et effectivement, je me rends compte que moi-même, je m'étais battu contre la capitalisation, alors que c'est à l'intérieur de la répartition, je m'en rends compte en 2003, cela, c'est à l'intérieur de la répartition que, entre le régime général d'un côté et l'Agirc-Arrco de l'autre, il y a deux logiques, l'une communiste, l'autre capitaliste. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais attendez, avoir pu instituer une telle sortie de la logique du salaire capitaliste, faire un salaire pour la liberté et non pas un salaire de la subordination, mais c'est quelque chose d'inouï. Et c'est là que je commence à diverger des économistes atterrés, à diverger des mots d'ordre des directions syndicales et à me retrouver effectivement à contester ce qui jusque-là me paraissait normal, la pose du chercheur comme solidaire de victimes. Je ne suis pas solidaire de victimes parce que le capitalisme est une réalité contradictoire dans laquelle une classe révolutionnaire, aujourd'hui même, est à l'œuvre et institue des alternatives, institue vraiment des alternatives à la logique capitaliste. Et si on ne le voit pas, si on n'en fait pas le tremplin à généraliser, alors on se trouve dans la situation actuelle, de fait, où, alors que le tiers des plus de 18 ans a un salaire lié à la personne et non pas lié au contrat de travail, nous risquons fort de voir cette réalité disparaître, parce que le statut de fonctionnaire des postiers a disparu, parce que le régime EDF-GDF est condamné par la loi actuelle,
parce que le régime de la RATP est condamné par la loi actuelle, parce que le régime des cheminots avait été supprimé, enfin pour les nouveaux embauchés, dès 2018 par Macron. C'est-à-dire que les lieux où, et les prochains, ce sera les fonctionnaires, bien sûr. Les prochains visés, ce sera les fonctionnaires. Si les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire pendant le confinement, quoi qu'ils aient fait, c'est qu'il y a bien eu une énorme conquête qui a dissocié le salaire de l'activité pour la lier à la personne. Tant qu'on ne voit pas cette conquête-là et qu'on dit contrat de travail pour tous, comme le disent, hélas, les partis de gauche, alors, je ne parle même pas des autres, hein, bien sûr, hein, c'est catastrophique. Hein. Si on ne voit pas que nous avons déjà inventé une avance en salaire à la place de l'avance en capital pour 10% du PIB, la production de soins, 10% du PIB, qui nous a placé encore une fois au premier rang mondial pendant des décennies, si nous l'avons inventé et que nous ne le voyons pas, ben nous allons revendiquer un pôle public de crédit. Comme des cons. Voir le déjà là communiste, montrer que c'est quelque chose que nous vivons positivement, et mettre le mot communiste sur la table en permanence. Moi, je suis extrêmement content que Lourdon soit aussi venu sur ce thème-là. Hein. Voilà, il peut plus dire 3 phrases sans dire communiste, comme moi, d'accord? C'est absolument fondamental. C'est fondamental. Moi, je ne suis pas anticapitaliste, je suis pas post-capitaliste, je suis pas altermondialiste, je suis communiste. Juste si je peux me permettre, ça me fait penser à quelque chose que tu dis, la question que vous posiez sur comment est-ce qu'on voit et comment est-ce qu'on passe. Il y a une citation que j'aime vraiment bien dans le film des sœurs Wachowski, Cloud Atlas, adapté du bouquin de David Mitchell, Cartographie des nuages. Alors je cite de mémoire, donc très mal, c'est on ne peut pas dépasser toutes les limites sont des conventions et on ne peut pas les dépasser si on se rend pas compte qu'il est possible de les dépasser. Et en fait, j'ai l'impression que dans le travail de Bernard, ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça nous rend possible de voir. Ta découverte, ton travail nous ramène quelque part en arrière dans une mémoire. On se dit attends mais merde, j'avais pas vu. Voilà. Donc maintenant que j'ai vu, je peux aller. Et en fait, le travail de l'écrivain notamment de science-fiction, il se trouve, c'est aussi presque dans un mouvement inverse, mais qui est un peu le même, de dire, attends, on va aller par là, et vous allez voir, on va voir. Et on va voir que c'est possible de faire autrement. Et du coup, c'est pour ça que je trouve la dialectique entre le chercheur et l'écrivain est si fertile, à mon sens. Et juste à propos de ce que tu disais sur être à l'école d'eux, et notamment, tu as prononcé le mot d'humilité, je crois. Tu as prononcé le mot d'humilité, je crois. Et tu l'as pas prononcé, je l'ai entendu. Bien sûr, l'humilité voilà. du chercheur, évidemment. En fait, ça résonne beaucoup avec le travail, la posture du... Non, pardon, tu as dit que c'était très confortable d'être chercheur en sciences sociales critiques. Voilà, c'était ça. C'est très confortable des bourdieusiens, hein, je le dis clairement. Hein. Vous dénoncez le capitalisme en écrivant l'histoire dont il a besoin. Il n'y a pas d'alternative. La domination l'emporte. Il n'y a qu'une classe pour soi. C'est très confortable. Et moi, ça me fait beaucoup me questionner. Je me questionne énormément en ce moment sur la place des travailleurs intellectuels de manière générale et des travailleurs artistiques, que ce soit les écrivains ou machin. Je sais qu'il y a plusieurs appels sur les mobilisations là qui ont été passés à des écrivains, des artistes, etc. On appelle s'engager, n'est-ce pas, comme si on pouvait être dégagé. Et bien en fait, effectivement, là, le mouvement, pour le coup, c'est très personnel. Le mouvement actuel m'a mis une grosse leçon d'humilité dans la tête. Faut aller bloquer une déchetterie à 6h du matin sur un rond-point, quoi, et rencontrer les gens et parler, etc., avec ceux qui font et ceux qui produisent réellement la valeur et ceux sans qui le travail ne se fait pas. Et du coup, c'est vrai que ça remet, pour le coup, ça te fait sortir de ton confort de travailleur intellectuel, que ce soit écrivain ou chercheur, quoi. Et du coup, c'est waouh.
Je voulais juste relever un truc parce que ça vient que tant qu'on est dans de révéler des trucs. Non, mais en fait, parce que ça vient de ça me percute aussi. Là, en fait, ce qu'on est en train de faire là, bon, ça vaut ce que ça vaut, quoi, mais on passe un bon moment, je pense. C'est des choses. Enfin, moi, je suis trop content d'être là et je trouve c'est des belles choses qui se passent ici. Bon, là, il y a plein de gens qui, en fait, te permettent ça parce qu'ils travaillent bénévolement pour le festival. Il y a personne, il n'y a pas un actionnaire derrière, il y a pas tout ça. Je ne crois pas que qui que ce soit subordonné à quoi que ce soit. Et ça crée des choses comme ça. Et je trouve que c'est mieux que moi, par exemple, certains boulots que j'ai fait pour bouffer et où je travaillais pas pour des choses très intéressantes, en tout cas pas aussi intéressantes que ça, voire même assez nocives, et pour engraisser aussi d'autres gens. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien de se rendre compte comme le mec dans The Last of Us, que en fait voilà, on peut repenser un petit peu notre rapport à ce qu'on crée, à ce qu'on produit, et que les gens ils produisent des belles choses quand ils ont le temps et ils sont libres de produire des choses comme ça. Voilà, je tenais un petit peu à le signaler. Oui, il y a un peu un effet de sense of wonder communiste. D'ailleurs, tant qu'on y est, moi j'aimerais vraiment, vraiment remercier les Intergalactiques et Anne et tous les bénévoles de nous permettre ce moment ensemble. Je ne sais pas si on n'est pas censé rendre la salle. Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Je ne sais pas si on a encore du temps. Je pense qu'on a encore le temps peut-être pour une question. Ok. Je voudrais que vous adressiez une des critiques qui peuvent être soulevées par une partie de la gauche radicale, notamment des libertaires / anarchistes comme Nicolas Franon, qui disent que votre proposition d'extension du déjà là, elle a tendance à reconduire des systèmes de domination / oppression à toutes les échelles, au sein de l'entreprise, avec le maintien de la hiérarchie, ou à l'international, car une partie de notre capacité à produire beaucoup de richesses provient de l'exploitation des pays du Sud. Et je trouve que ça freine l'enthousiasme qu'on peut avoir devant une proposition aussi révolutionnaire. Ah ben, lisez Camille. Là, vous allez voir qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'entreprise, pas du tout. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'entreprise. Et moi, je peux dire que ce n'est pas du tout absurde de fonder des entreprises sans hiérarchie. Je pense que le texte que produit Camille, de ce point de vue-là, est tout à fait intéressant. L'idée que la qualification serait en fonction de la méritocratie scolaire, c'est une mécompréhension de ce que je raconte. La qualification, ça n'est pas la certification. Il suffit de lire n'importe quel de mes bouquins. Je passe mon temps à dire que la certification, c'est la reconnaissance qu'on est capable de faire tel travail concret. La qualification, c'est la reconnaissance d'une contribution à la production de valeur. Ce sont deux choses totalement différentes. Et la qualification peut être le fait de personnes sans aucune certification. Ça n'a rien à voir. Donc dire que ma proposition conforte la méritocratie scolaire, c'est tout simplement un contresens. Mais enfin, ça, je me suis habitué à être lu à contresens par d'excellents collègues. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là.
Sachant que de toute façon, vous pouvez retrouver donc Bernard qui sera en dédicace, signature, juste après sur le salon du livre et également demain matin. Donc, je pense pouvoir encore lui parler. Et puis aussi retrouver Benjamin et Camille pour voilà, ils sont tous les trois côte à côte. Donc voilà. Et merci beaucoup.